Donc, bonjour Gabriel. Allô? Peux-tu, s'il te plaît, m'en dire un peu plus sur toi? J'ai 53 ans, puis je suis en train de faire un retour aux études, donc un changement de carrière. Fait que j'ai été dans les organismes communautaires pendant longtemps. Avant ça, j'ai été dans le monde corporatif pendant plusieurs années. Puis là, je fais un retour en informatique, puis cette fois-ci en programmation, là. Donc, je me recycle dans quelque chose d'autre pour mon, je pense, quatrième là, changement de carrière là, dans ma vie. Puis ben, à travers tout ça, j'ai déjà fait du tai chi dans le passé lorsque j'étais dans le monde corporatif. Puis après ça, j'ai arrêté parce que, ben, hashtag life. Puis j'ai recommencé il y a 7 ans à faire du tai chi au Tai Chi Club de Montréal. OK, merci. Puis, quels sont tes objectifs avec cette pratique du tai chi? Lorsque j'ai commencé à refaire du tai chi, j'ai recommencé parce que je voulais un espace où est-ce que j'aurais la possibilité de me recentrer, de me grounder comme il faut, puis quelque chose qui était complètement à l'extérieur de tout ce que je faisais dans le reste de ma vie. Et le Tai Chi a comme vraiment bien répondu à ça. Méditation, c'était pas quelque chose que je voulais faire. Je me sentais pas à l'aise à rester assis pendant longtemps sans rien faire, mais le Tai Chi a été quelque chose qui a été super bénéfique pour moi. Puis, donc, j'ai commencé avec l'idée de faire quelque chose de différent. Puis, après avoir redécouvert le Tai Chi, ben, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je voulais approfondir, que je voulais explorer, que je voulais être capable d'explorer les différentes couches puis les différentes facettes des formes que j'étais en train d'apprendre. Donc, c'est euh, c'est une aventure que j'ai commencée il y a 7 ans maintenant, puis que je pense que je vais continuer pour un bon bout de temps là, à approfondir. OK, super. Et quelle école de tai chi, en fait, vous pratiquez ou quelle forme de tai chi? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Ouais, il y a 5 grandes familles de Tai Chi. La branche qu'on étudie au Tai Chi Club de Montréal, c'est de la famille Yang. Et on suit la famille Tong ou la famille Dong. Donc, on suit cette branche-là. Et notre club est en lien direct, le lineage, donc la lignée de Tai Chi est une lignée directe là, donc Sifu Grace, son père a étudié avec des grands-maîtres qui, eux, ont étudié avec des grands-maîtres. Donc, c'est une lignée directe du style Yang qu'on fait. Donc, dans les styles qu'on apprend, il y a plusieurs formes. Bon, il y a la longue forme, la forme longue, il y a la forme rapide, il y a la forme Fadjing qu'on appelle aussi. Puis, il y a le Howl aussi qu'on apprend au club. Donc, il y a plusieurs formes qu'on apprend, mais qui sont tous basées dans l'esprit, puis l'intention, puis l'énergie du style Yang traditionnel. À travers ça aussi, il y a des armes. Donc, le Tai Chi on fait aussi des formes d'armes. Donc, bien sûr, on parle d'un internal martial art, fait qu'un art martial interne. Donc, l'idée, c'est l'intention, c'est la forme interne, ce qui se passe dans notre corps et pas nécessairement une arme c'est pas un art martial de combat, mais c'est un art martial interne. Donc, c'est la même chose lorsqu'on pratique les armes. C'est l'intention, ce qu'on fait avec les mouvements, comment est-ce que ça se passe dans notre corps, comment est-ce que on fait notre fadging ou on fait euh, les mouvements du début à la fin avec la relaxation, euh,
tout ramener l'énergie et ensuite l'expansion, puis les coups à la fin. Donc, c'est super intéressant. Fait que le sabre, l'épée, le double bâton, le bâton long, c'est des formes d'armes aussi qu'on apprend ou qu'on peut apprendre au club où est-ce que je pratique. Merci, c'est intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait les armes. Je pense que c'est intéressant de mentionner justement que c'est un art martial interne, puis que moi j'avais appris que c'était une des branches de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, ça aide à comme quand on dit art martial interne, ça veut dire que les mouvements, on va être conscient de, par exemple, la relaxation ou genre comment ça peut détendre certaines parties du corps ou aussi replacer les organes à l'intérieur de nous. C'est vraiment oui, ben, c'est pas faux. Je veux dire, il y a plusieurs, il y a, il y a- il y a plusieurs bénéfices du Tai Chi. D'ailleurs, je me suis mis des alertes sur Google pour des recherches qui sortent. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des recherches qui sortent sur les bénéfices du Tai Chi, ben, ça pop, là, puis j'en ai peut-être une centaine une centaine ou 150 au moins qui ont été faits sur les bénéfices du Tai Chi. Puis je pense que un des grands bénéfices du Tai Chi, c'est l'obligation, lorsqu'on le fait, d'être connecté à notre corps et d'être extrêmement présent dans le moment. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on n'est pas dans le moment, on va se tromper, on va être en déséquilibre. Puis, si on n'est pas connecté sur notre corps, ben la forme ne sera pas bien faite. Puis, on n'aura pas les mêmes résultats que si on était vraiment dans le moment présent. Donc, récemment, justement, je disais que on dit que les formes, par exemple, c'est la forme 108 ou 48 mouvements ou 24 mouvements et tout ça. Puis, je trouve que ça rend pas justice à ce qu'est le Tai Chi pour le vrai, parce que ce qu'on dit qui est un mouvement, par exemple, le simple fouet ou single whip ou la grue blanche, qui est un mouvement qu'on voit souvent sur des photos, mais à partir du mouvement d'avant et d'arriver à la pose qu'on voit dans les photos, ben c'est une aventure. C'est une aventure qui prend 5, 10, 15 mouvements, plein d'intentions qu'on doit avoir et plein de moments où est-ce qu'on doit être connecté dans notre corps puis connecté dans nos intentions. Donc, de comprendre le Tai Chi de cette façon-là apporte énormément de bénéfices, beaucoup plus de bénéfices que si on fait juste essayer de suivre la séquence des mouvements. C'est un petit peu pour des gens qui feraient des arts martiaux où est-ce qu'il y a des katas, par exemple. Ben, on peut bien aller dans la bonne direction puis faire ya, mais si on ne sait pas ce qu'on fait, si on ne punch pas de la bonne façon, si on n'est pas bien groundé, si on ne prend pas le temps d'être bien en équilibre avant de donner nos coups de pied, ben, on n'a pas les résultats qu'on fait. Puis là, à ce moment-là, ben, c'est de la danse, c'est pas un art martial. OK. Et donc, vous avez commencé il y a déjà plusieurs années, mais comment vous avez pris connaissance de la communauté des arts martiaux et sports de combat à Montréal? Lorsque j'ai voulu, merci Google, hein. Lorsque j'ai voulu recommencer le Tai Chi, j'avoue qu'il y a vraiment, euh, lorsqu'on commence, je crois que c'est important de magasiner. C'est important de magasiner pour faire ses recherches, d'aller regarder pour voir sur les sites web qu'est-ce qu'il y a, essayer de trouver quelque chose qui nous convient, mais je pense aussi s'assurer que l'atmosphère du club, les personnes qui sont instructeurs ou instructrices, euh, il y a un fit, il y a des atomes crochus. Je crois que c'est super important. Donc, quand moi, j'ai commencé, par exemple, ma première session, j'ai commencé dans un centre communautaire là, de la ville de Montréal.
c'était correct, mais c'était pas vraiment ce que je cherchais. Puis c'est en fouillant un petit peu plus que là, j'ai été capable de voir plus qu'est-ce que moi je voulais, qu'est-ce qui me convenait. Puis j'ai vu d'autres clubs qui montraient d'autres formes de tai chi, mais je pense que dans plusieurs clubs, le tai chi qui était montré, c'était secondaire à, euh, aux autres arts martiaux. Et c'était tout le temps quelque chose qui était présenté comme c'est super bon pour les vieilles personnes. Puis, je trouve ça un petit peu insultant quand on dit que c'est fait pour les petits vieux, parce que, ben, au départ, c'était absolument pas le cas. Euh, les petits vieux étaient les maîtres. Les petits vieux étaient les maîtres parce que ça leur avait pris une vie avant d'être capable d'être maître dans cet art-là. Mais c'est, ça demande de l'énergie, ça demande de la force, ça demande de la vitalité pour être capable d'en faire. Donc, de le présenter comme ça, je trouve que ça rend pas justice à ce que le tai chi peut apporter. Donc, je me suis rendu, j'étais intéressé par les arts martiaux. Le tai chi a été l'art martial qui, pour moi, faisait le plus de sens à ce moment-là parce que je voulais pas quelque chose où est-ce qu'on marquait son territoire en pissant d'un coin. Je voulais pas quelque chose qui était euh, compétitif dans le sens que pour gagner, quelqu'un devait perdre, mais beaucoup plus quelque chose où est-ce que chaque personne pouvait bénéficier de chaque interaction. Et le tai chi, pour moi, était la bonne chose à faire. Donc, il n'y a pas de perdant dans le tai chi, peu importe qu'on fasse du push-main ou du push-hand, qu'on fasse des armes, qu'on fasse la forme ensemble, tout le monde y gagne. Donc, tu n'as pas besoin de perdre quelqu'un n'a pas besoin de perdre pour que tu gagnes. Et ça, pour moi, c'était une philosophie qui me rejoignait beaucoup. Donc, je voulais pas quelque chose qui était dominant, je voulais quelque chose qui était participatif, puis le tai chi fait ça. OK, merci. Et quand on parle de justement cette communauté des arts martiaux et sports de combat de Montréal, comment est-ce que vous pouvez vous identifier à la communauté au sens plus large, comme au-delà du tai chi? OK, je crois que de dire qu'il y a une communauté des arts martiaux à Montréal, je crois pas que ça existe. Je crois pas qu'il y a une communauté d'arts martiaux à Montréal parce que les arts martiaux, c'est tellement large que, encore là, it wouldn't do it justice. Tu sais, tu peux faire du aikido, tu peux faire du jiu-jitsu, tu peux faire du kickboxing, du muay thai, tu peux faire du karaté, du judo. Et dans chacune de ces choses-là, il va y avoir plein de philosophies différentes qui ne se rejoignent pas nécessairement une à l'autre. Là où est-ce que je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est si on voit les arts martiaux, où est-ce qu'il y a un aspect traditionnel de tradition et de culture qui est inclus dedans. Et là, les clubs vont se rejoindre, par exemple, avant la COVID, tous les années, il y avait une espèce de grand souper durant le temps de Noël, là. Puis, ce grand souper-là, ben, c'était super intéressant parce que là, plein de clubs qui faisaient plein d'arts martiaux différents se rejoignaient avec leurs étudiants, avec leurs étudiantes, avec même des clubs qui faisaient de la danse en ligne ou de la danse traditionnelle chinoise, des clubs qui faisaient du dragon, là, tu sais, les dragons. Donc, plein de clubs qui se rejoignaient pour un moment où est-ce que on partageait la joie puis le grand intérêt qu'on avait pour notre art spécial, puis qu'on le montrait aux autres. Donc, c'était une question de fierté, d'être fier de ce qu'on faisait, puis de montrer aux autres. Et là, on fait des démonstrations, on partageait un repas ensemble. Je ne sais pas, on était peut-être 200, 300. Puis c'était vraiment un moment où est-ce qu'on partageait avec
une communauté qui, au départ, avait un sens profond de la culture des arts martiaux, de son héritage, l'héritage qu'il peut apporter, puis des lignées différentes. Donc, je crois que là, on peut dire qu'il y a un lien et qu'il y a une communauté, mais ce n'est pas nécessairement une communauté qui, dans le quotidien, se rencontre. C'est pas comme une famille qui est, tu sais, t'appelles ma tante le dimanche parce que, tu sais, c'est ça que tu fais, là. On se parle, c'est pas de même je pense pas que c'est de même que ça se passe. Fait que je sais pas si ça répond à ta question, là. Je réponds pas à ta question, mais je dis pourquoi est-ce que je réponds pas, là, dans le fond. Non, mais c'est vraiment... C'est moi qui ai choisi de nommer le projet comme ça et de parler de la communauté des Mhm. arts martiaux et sports de combat de Montréal pour rassembler certains types d'acteurs. Ouais, Puis moi, genre, au fond de moi, j'ai l'impression que je vois comme une espèce de lien entre toutes les personnes à qui je parle, tous les participants que j'ai pu, tu sais, de par l'énergie qu'ils mettent dans leur pratique, aussi cet aspect culturel. Mais ouais. après, c'est vraiment juste mon interprétation, puis je- c'est comme tu dis, c'est pas une communauté où comme tout le monde s'appelle, c'est juste que peut-être qu'il y a certaines valeurs qui se retrouvent dans différents arts martiaux. Fait que c'est plus pour ça que je parle de cette communauté-là, mais... Oui, puis je suis d'accord qu'il y a ben, c'est pas tous les clubs qui partagent ces valeurs-là, mais il y a effectivement plusieurs clubs qui partagent ces valeurs-là. Donc, des valeurs de partage des connaissances, des valeurs de partager son enthousiasme pour un sport, un art martial, un art de combat, d'accompagner les gens dans leur parcours, leur aventure personnelle dans ce sport-là ou dans ces arts martiaux-là. Fait que c'est sûr qu'effectivement, ceux qui ont ces valeurs-là, on pourrait dire qu'ils font partie effectivement d'une communauté. Puis je trouve ça dommage quand il y a des clubs qui n'ont pas qui ont pas cette attitude, qui ont pas cette attitude-là ou cette approche-là. Donc, il y a des clubs qui vont être très, très gardés. Il y en a euh, qui voudront pas partager leurs connaissances ou encore essayer de permettre à d'autres personnes de partager ces connaissances-là aussi. Donc, former des instructeurs, des instructrices, avoir des gens qui vont être capables de partager leurs connaissances. Donc, il y a des clubs qui n'ont pas ça. Il y en a aussi, comme je disais, là, que c'est très, très pour que je gagne, il faut que tu perdes. Donc, dans ce genre de club-là, je ne crois pas que ces gens-là partagent les mêmes valeurs qui, pour moi, sont fondamentales si on parle d'arts martiaux. Hmm. Euh, Là, si on se dirige un peu plus vers la situation de la pandémie COVID-19, Mhm. donc avant la pandémie, à quelle fréquence est-ce que vous étiez en contact avec la communauté? Mais là, quand je dis la communauté, ça peut aussi être juste votre club de tai chi, tu sais. Oui, oui, oui. Notre club de Tai Chi est très large, là. Je veux dire, on a une place où est-ce qu'on en fait à Montréal, mais il y en a aussi à Brossard, il y en a aussi dans l'est de Montréal. Là, par exemple, je donne des cours au Parc Grignon. Donc, je veux dire, on est un petit peu partout. Donc, on était en contact, je veux dire, assez régulièrement. Là. Si on en regarde, c'est sûr que l'été, c'est la grosse saison parce que là, on peut en faire partout dehors. Puis là, il y a je veux dire, il y avait en plus des cours réguliers qui se donnaient, tu sais, les mardis et les jeudis à tout le moins à Montréal, là, où est-ce on arrive tout le temps un petit peu plus tôt, puis on se dit bonjour, puis on jase, puis on aide les nouveaux, puis donc il y avait un sens de communauté, effectivement, qui était très, très grand, parce que là aussi, on se voyait dans les parcs, il y avait des pratiques libres qui se faisaient dans les parcs, donc ça, c'était comme super le fun aussi. Euh, donc, on était en contact très, très, très souvent. Tu sais, quelqu'un qui voulait faire du tai chi avec des gens du club pouvait en faire au moins facilement 5 fois par semaine sans se casser la tête, là. Euh, Juste dans les classes régulières, là, tu pouvais en faire 4 fois par semaine.
Puis l'été, ben là, c'est pratiquement chaque jour que quelqu'un pouvait joindre un groupe du groupe ou un groupe du club, puis en faire avec d'autres personnes. Donc, oui, oui, c'est sûr qu'on en faisait. Les contacts étaient réguliers, étaient toujours, par contre, encadrés par le Tai Chi. Donc, je pense pas que c'était, à tout le moins, mon expérience, c'était pas genre, on va-tu prendre une bière après, là? C'est sûr qu'il y a des affinités qu'on a avec certaines personnes. Donc, tu développes des amitiés en dehors du Tai Chi avec certaines personnes, mais je pense qu'en général, tout le monde est là pour un moment qui est précis puis qui est à l'extérieur du reste de sa vie. Donc, on le garde comme ça un petit peu aussi, là. Mais oui, les contacts étaient super fréquents, là. Et donc, une fois qu'il y a eu la crise du COVID, donc depuis qu'il y a cet état de pandémie, à quelle fréquence est-ce que tu es en contact avec la communauté? OK, so holy shit, things broke down when that shit happened. Fait que je sais pas si tu vas utiliser ça dans un podcast, là, mais regarde, il n'y a pas d'autre façon de le dire, là. C'est comme quand. Je sais pas si j'ai le droit de garder des. Ben, je suis pas tant. Je Non, sais pas non, si- c'est juste d'une de ces là, tu sais, là. Je peux leur dire juste pour que tu aies une capture, là. Holy things broke down. Je pense que j'avais des bip. Ouais. Fait que, Ouais, je pense que, tu sais, comme dans tout, tout le monde a été dans un état de choc quand c'est arrivé. Fait que, tu sais, si on revient tu sais, on se rapporte en mars, tu sais, avril, mai l'année passée, quand que, tu sais, tout a cassé, là. Je pense que tout le monde était en état de choc. Puis, euh, ben là, tu sais, c'est sûr que tout a été cancellé, là. Euh, je pense que c'est le seul moment où est-ce qu'on peut vraiment utiliser cancel culture, là. Je pense que, tu sais, on a vraiment cancellé la culture en général, incluant la culture des arts martiaux avec ce virus-là, là. Donc, tout a vraiment cassé là, quand c'est arrivé. Puis, non seulement les clubs essayaient de savoir qu'est-ce qui pouvait être fait, mais comme le reste de la société, les clubs n'étaient pas prêts à faire des choses en ligne. Nous autres, personnellement, je pense que ça a été quelque chose de traumatisant pour tout le monde. Donc, on a tous eu à dealer avec nos traumatismes personnels avec ça. Moi, je me rappelle que personnellement, pour les 5-6 premiers mois de la pandémie, j'ai pas eu la chance de pratiquer. Parce que juste aller dehors puis voir du monde au début, fait que je sais pas si tu te rappelles, on rencontrait du monde dans la rue puis tout le monde faisait des grands détours, là. Donc, l'idée de dire que j'irais dans un parc où est-ce que je me concentrerais sur ma forme alors que on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, le virus est nouveau, la pandémie est nouvelle, on a peur, on n'a pas d'informations. Donc, je pense qu'au début, il y a eu une espèce de coupure importante puis un grand trou noir pendant quelques mois avant qu'on soit capable de, euh, se sentir personnellement capable de faire quelque chose, puis ensuite de trouver les bons outils pour le faire. Je pense que ça a été comme un point important, là. Fait que tout le monde est allé dans sa cave, là. Puis après ça, quand on s'est ressorti le nez doucement, ben là, ça a été de dire, OK, comment est-ce qu'on trouve de nouvelles façons pour être capable de reconnecter avec quelque chose qui comptait tellement sur le contact, être capable de voir les autres, être capable de regarder ce que les autres font,
pour voir, pour être capable de suivre, pour apprendre, pour enseigner aussi. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, ça l'a pris plusieurs mois avant qu'on soit capable de trouver la bonne recette pour le faire. Fait que je ne sais pas si ça répond à ta question, mais euh, au, au début, il y a eu une grande, grande coupure qui a pris beaucoup de temps avant qu'on soit capable de trouver la bonne façon de reconnecter, là. Ouais, ouais, ça répond. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, donc c'est une réponse, c'est ta réponse. Juste pour être clair, toi, tu enseignes le tai chi? Donc, c'est toi qui devais comme être en charge aussi de faire continuer la pratique au monde? Ben, je suis une des instructrices là, du club. Donc, on est plusieurs, je ne suis pas la seule. On est plusieurs, donc on a eu comme prof, puis aussi comme club, à voir qu'est-ce qu'on voulait faire, puis comment est-ce qu'on voulait le faire pour que ça fonctionne. Donc, oui, lorsque j'ai eu la chance de reprendre une classe, ben, c'était OK, comment est-ce qu'on fait une classe de Tai Chi en virtuel? Comment est-ce comment est-ce qu'on permet aux gens d'apprendre quelque chose de façon différente alors que c'est tellement visuel? Ou est-ce que des fois, lorsqu'on ne se rappelle plus du mouvement qui suit, ben, de voir l'autre personne initier le mouvement, ça nous rappelle qu'est-ce que c'est. Quand c'est quelque chose qui est fait, qui est dans une introspection, où est-ce qu'on se concentre beaucoup sur ce qu'on fait, mais qu'on a les autres comme point de repère, et que là, on n'a pas la chance de faire ça parce qu'on est en ligne, puis là, on est dans un mouvement où est-ce qu'on est dos à l'écran, puis on est dos à caméra. Comment est-ce qu'on fait ça? Pour être sûr aussi que les gens le font de la bonne façon, puis qu'ils ne se retrouvent pas tout le temps avec la tête virée pour être capable de regarder. Puis je veux te dire, le Tai Chi, tout est question d'alignement, de balancement, de bonne position. Donc, on devait être we had to be mindful of how it would impact people and potentially injure them. Donc, les gens pourraient se blesser là, à ne pas le faire comme il faut parce que tu ne prends pas une bonne position, donc ton genou n'est pas aligné avec ton pied, donc tu peux étirer des ligaments ou te faire mal, ou tu peux te faire mal au cou parce que tu as tout le temps le cou tordu pour être capable. Donc, il y a plein de raisons qui peuvent faire que quelqu'un pourrait se faire mal ou qui ne pourrait pas apprendre comme il faut ou encore se décourager. Donc, on a eu vraiment des adaptations importantes à faire pour être capable de permettre aux gens de continuer à apprendre, là. Ouais, puis en tant qu'instructeur, ça doit être compliqué de à la fois montrer et aussi vérifier que les gens ont la bonne forme, tout ça en ligne, parce que c'est facile de voir quelqu'un qui fait pas la bonne forme. On dirait que tu le sens presque directement, puis tu sais quoi rectifier. Mais après ça, quand c'est sur un monde virtuel, c'est plus difficile d'expliquer. Il a fallu changer, en tout cas pour moi, il a fallu que je change beaucoup, beaucoup la façon que j'enseigne pour être capable d'arriver à des bons résultats. Bon, par exemple, une des choses que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à faire une narration des mouvements que je faisais au fur et à mesure qu'on faisait les mouvements. Mais vraiment une narration complète, une narration exhaustive des mouvements. Donc, si on commence, ben, tu sais, de ne pas juste nommer le nom du mouvement, mais vraiment qu'est-ce qu'on fait dans le moment pour aider les gens à être capables de rester concentrés sur ce qu'ils font parce que là, ils entendent une narration du mouvement. L'autre chose, de prendre notre temps beaucoup pour le faire, d'être deux instructeurs ou instructrices pour le faire aussi, euh, d'avoir beaucoup de patience, de rassurer les gens, d'être capable de voir s'il y a des gens qui ont des frustrations, puis de valider les frustrations, puis la difficulté de le faire en ligne, beaucoup d'encouragement, puis beaucoup plus de pratique aussi. Donc, à un moment donné, une des sessions, j'avais deux, on avait un cours officiel en ligne,
mais moi, je faisais 2 pratiques libres de plus, où est-ce que les gens pouvaient venir pratiquer et où est-ce que là, c'était vraiment leur mouvement pour dire, là, je comprends pas ça. Où est-ce que là, c'était plus libre et où est-ce qu'on pouvait pratiquer plus, prendre plus notre temps pour le faire. Fait qu'il il y a eu des adaptations importantes à faire. Puis l'autre chose aussi, c'est on pouvait pas se toucher. Et puis même encore, je veux dire, le fait de toucher pour faire une correction, le fait de laisser, par exemple, les étudiants juste euh, toucher notre épaule, notre omoplate pour voir la différence entre qu'est-ce que c'est quand c'est bien fait, puis qu'est-ce que c'est quand on fait l'erreur commune qu'on fait, par exemple. Tout ce genre de choses-là qu'on n'a pas pu faire en ligne demandait beaucoup plus d'attention et d'énergie pour être capable de voir comment est-ce qu'on fait des corrections. Donc, il a vraiment fallu faire un 180 sur de la façon qu'on a. En tout cas, moi, il a fallu que je fasse un 180 sur de la façon que j'enseignais pour être sûr qu'on arrivait à des résultats qui étaient intéressants, puis aussi garder l'enthousiasme dans l'apprentissage pour les personnes qui étaient sur les cours en ligne avec nous autres, parce que juste de faire la forme comme on le faisait avant, puis d'enseigner comme on le faisait avant, c'était vraiment pas quelque chose qu'on pouvait faire. On aurait perdu tout notre monde, là. OK. Puis, tu as dit qu'il y avait beaucoup de bénéfices, comme le tai chi, ça te ground, donc c'est pour ça que tu avais commencé ça et que c'était une pratique qui était vraiment comme méditative. À travers la pandémie, donc ça a été plus dur, j'imagine. Est-ce que tu as trouvé d'autres moyens de conserver ces bénéfices, comment tu faisais, tu sais, pour te grounder, même si tu pouvais pas aller au cours de groupe ou aller dans les parcs pendant un moment? J'avoue qu'au début, j'en ai pas trouvé. J'ai été, comme je disais, là, quelques mois où est-ce que j'en ai tout simplement pas fait. J'avais pas le goût, j'avais pas la motivation. Ensuite, faire du tai chi, ça prend de la place. Puis, où est-ce que je reste? Ben, c'est pas super grand. Donc, j'avais pas d'espace pour être capable de faire la forme. Puis là, je pouvais faire un mouvement ou deux, un arrière de l'autre, là, mais t'as pas l'espèce de flow, flow de la forme que tu peux faire, là. Donc, c'est pas satisfaisant de le faire. Puis après ça, doucement, j'ai retrouvé des choses qui m'ont permis de recommencer. Par exemple, faire du Qigong. Donc, du Qigong, c'est sur place, c'est stationnaire dans le sens qu'on ne bouge pas ou on bouge pas beaucoup dans l'espace, je parle latéral. Donc, ça m'a permis de recommencer doucement. Après ça, ben, euh, j'ai approfondi une forme qui prend moins de place. Donc, être capable de faire cette forme-là m'a aidé aussi. Puis là, ensuite, ben là, doucement, là, en faisant les cours en ligne aussi, en ayant l'espèce d'obligation d'enseigner, ben ça m'a aussi donné l'obligation de faire ma forme. Donc, je pense que d'enseigner a été très, très bénéfique pour moi parce que ça m'a aussi botté les fesses pour être capable pour dire, OK, là, don't be a whiner, là, puis, tu sais, just do it. Fait que c'était comme super génial pour ça, mais trouver des alternatives à quelque chose qui demande de l'espace, c'était pas évident. Puis, il fallait, je pense, beaucoup de résilience pour être capable de dire que on continue à le faire parce que ça a des bénéfices importants. Donc, se rappeler aussi l'importance, les bénéfices que ça apportait, ça a été important à faire. Mais quand je dis que tout a brisé, ben tout a brisé. Tu sais, je veux dire, il y a une espèce de cérémonie
dans le fait d'aller à un cours, on se déplace, on se prépare à y aller, on apporte nos souliers, on se change, on arrive au club. Il y a, il y a quelque chose je ne sais pas si cérémonial, c'est le bon mot, mais il y a une espèce de routine. Ouais, un rituel. Un rituel, c'est ça. Donc, il y a quelque chose de très rituel à le faire. Et là, tous les aspects, routine et rituels qu'on avait avant étaient plus là. Donc, c'était comme essayer d'extraire un morceau d'un moment qui était très, très rituel, puis juste d'extraire ce morceau-là, et même d'extraire un morceau d'un morceau, puis de dire que ça apporterait les mêmes bénéfices, puis c'était comme, ben non, là. C'est du fake news, là, de penser ça. Donc, il y a eu beaucoup d'adaptations. Hmm. T'as dit que les choses ont été brisées ou t'as parlé de cancel culture aussi, que la culture des arts martiaux a été comme cancellée. Si on pense un peu plus au futur maintenant pour reconstruire quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu penses qui peut être fait pour essayer de reconstruire ou de retrouver ce qui a été brisé ou ce qui a été cancellé? Je crois que comme dans le reste de notre vie, attendre un retour à la normale comme les choses étaient avant, dans ma tête, c'est utopique, puis c'est pas utile de faire ça. Tu sais, ça l'aide personne de faire ça. Dire on va attendre que, tu sais, on va attendre que toutes les conditions soient revenues, puis ensuite on va reprendre les choses de la même façon qu'elles étaient avant. Je pense pas que c'est une bonne façon de faire. Donc, d'après moi, c'est important presque de faire un deuil des choses comme elles étaient avant, puis de dire qu'il y a des choses qui vont être modifiées pour une période suffisamment longue pour qu'on se crée un new normal, une nouvelle normalité, une nouvelle routine, une nouvelle façon de faire les choses qui va nous permettre d'avancer, puis de faire un deuil de certaines choses qui peut-être ne reviendront pas là. Et si on est capable si on est capable de faire ça, ben d'après moi, on va être capable de faire, de faire fleurir, de faire grandir le tai chi dans une nouvelle normalité ou dans quelque chose de nouveau, une nouvelle direction, mais qui est en s'assurant qu'on garde des choses qui sont importantes et dans la culture et dans l'historique puis dans la lignée du tai chi. Là. Fait qu'on peut plus. Il y a des personnes qui voudront peut-être plus revenir en présentiel, là, ou le faire en personne. Donc, de dire qu'on abandonne tous les cours en ligne parce que là, on va être capable de se voir, je pense que c'est pas correct. Donc, par exemple, au club, on continue à avoir des cours en virtuel. J'ai une étudiante qui est relativement âgée, qui se sent peut-être pas à l'aise, puis j'ai pas demandé ses raisons, mais pour elle, c'est mieux de les faire en ligne. Donc, de garder des cours en ligne. À cette heure qu'on a une expertise aussi sur faire des cours en ligne, ben, ça serait ridicule de dire qu'on prend cette expertise-là puis on la met dans le garde-robe. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas à cette heure qu'on a au-dessus d'un an de pratique, tu sais? Fait qu'il y a d'attendre que les choses reviennent à normal, je crois pas que je crois pas que c'est la bonne approche. Puis c'est pas vraiment l'approche non plus que nous on prend, là. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Tu sais. Là, on planifie pour un retour d'une façon ou d'une autre en personne pour la session de septembre, mais avec en tête que tu sais, tout peut casser encore. Fait que, tu sais, si tout casse, qu'est-ce qu'on fait? Puis même si les choses nous permettent de retourner en présentiel, ça ne sera pas de la même façon que c'était. Tu sais, comme là, est-ce que, par exemple, le pousse-main, le push-hand, c'est une pratique qui est super intéressante puis qui peut être super importante en tai chi.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir commencer à faire? Je ne le sais pas. Puis, c'est peut-être pas important pour le moment d'essayer de se concentrer à revenir à ça, alors qu'il y a tellement d'autres choses là, sur lesquelles on peut se concentrer puis qui peut apporter des bénéfices à l'ensemble des communautés là, qui font des arts martiaux puis qui font du tai chi. Ouais, c'est sûr qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, puis de revenir à ce que la vie était avant. Je crois que dans toutes les sphères de la vie, comme vous dites, c'est impossible. Mais concernant comme votre relation à la pratique, tu t'as dit que ça avait demandé beaucoup de résilience, ça a comme créé de la résilience, d'être capable de continuer à pratiquer, de s'adapter. Est-ce que tu sens que comme ta relation euh, envers ta pratique a été transformée et qu'elle est peut-être plus forte, moins forte, en importance? Ben, la pandémie a confirmé que le tai chi était important pour moi. Ça l'a confirmé aussi que ma passion pour le tai chi est assez grande que je vais m'adapter pour être capable de le continuer. Que ma passion pour enseigner aussi, puis de passer mes connaissances, puis d'aider d'autres personnes dans leur propre aventure, dans l'apprentissage de la forme, est assez grande pour que je m'adapte aussi. Donc, ça a été une confirmation, là, plus que une confirmation à travers des barrières, puis des batailles, puis tout ce que tu veux, là. Mais ça a été une confirmation, je pense que oui, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est important pour moi. Puis je crois aussi que c'est, à tout le moins pour le tai chi, là, puis je prêche pour ma paroisse quand je dis ça, là, mais dans des moments dans une période de notre histoire qui est tellement stressante puis qui est tellement anxiogène, d'avoir quelque chose qui nous permet de reconnecter à notre corps, alors que souvent notre corps il est devant un écran puis que notre corps est juste une main puis des yeux qui regardent puis il y a plus cette connexion-là, beaucoup, d'avoir quelque chose qui nous permet de reconnecter à nous, de reconnecter à notre corps, puis de reconnecter au moment présent. Je pense que c'est encore plus essentiel aujourd'hui que ça pouvait l'être avant. T'sais. Dans des moments traumatiques comme ça, je pense que le tai chi a une importance, une grande importance, puis peut être très, très, très bénéfique pour des millions de personnes à travers le monde. Mm. Ouais. Puis d'ailleurs, juste là-dessus, c'est quand même intéressant que en ces temps de pandémie, puis je me rappelle pas si c'est juste au début de la pandémie ou pendant, que le tai chi est devenu un héritage culturel intangible de l'UNESCO. Donc, c'est important. Là. Pour moi, c'est majeur là, que le tai chi a finalement eu cette reconnaissance-là comme étant quelque chose d'important pour l'humanité. Ben, bravo. You get a sticker. Non, je savais pas ça, c'est vraiment intéressant en fait. J'avais pas vu que... Donc, c'est passé pendant le COVID, pendant la dernière année? Je veux dire, je pourrais le regarder en ligne ou tu peux le regarder. Là, si tu fais une auto tai chi, ça va te dire exactement quelle date que ça a été reconnu. Mais oui. La Chine avait essayé pendant quelques fois d'être reconnu ou d'avoir le tai chi comme étant reconnu comme héritage culturel intangible pour l'humanité. Puis là, ça a été fait, là, juste, comme je dis, là, au début ou pendant la pandémie. Donc, c'était comme, oui, le timing est parfait. Puis c'est sûr que ça aide à préserver justement la pratique dans ce nouveau normal qui arrive. Ça va solidifier le tai chi parce que il y a certaines choses, on a peur que ça se perde aussi. Vu qu'on voit les restrictions, on dit, ben là, est-ce qu'on va être capable de continuer à pratiquer dans le futur? Donc là, c'est le patrimoine intangible de l'UNESCO, c'est comme rassurant aussi. C'est sûr qu'en Chine, genre, je pense que ça peut pas se perdre, mais je veux dire, dans le monde occidental, c'était moins ancré quand même.
Ben, c'est ça qui est intéressant parce que tu sais, si on a-tu encore un petit peu de temps? Moi, j'ai du temps, là, c'est pour toi. OK. Fait que si on, tu sais, si on le tai chi a jamais été quelque chose de statique. Depuis le début de son histoire, c'est pas quelque chose de statique. Ça a commencé comme un art martial qui était enseigné aux gardes impériaux, aux, euh, aux warlords ou dans le système féodal. C'était quelque chose qui était réservé, qui était secret. Il y avait juste un style, c'était le style Chen. Puis là, à un moment donné, ben là, ça s'est démocratisé, ça s'est ouvert, et là, il y a 5 grandes familles qui ont été formées. Donc, il y a eu une adaptation qui a été faite. Donc, le tai chi a évolué, le tai chi a changé. Ensuite, il y a eu la révolution culturelle qui s'est passée. Donc là, tout ce qui était secret, qui était réservé, qui était pour, de façon militaire, a changé, et ça l'a amené le tai chi en dehors de la Chine parce que la révolution culturelle a demandé aux gens a fait que plusieurs maîtres ont quitté la Chine continentale. Ils sont allés à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour, ils sont allés un petit peu partout, ils sont allés en Angleterre. Donc, il y a eu plusieurs moments de révolution, d'expansion, de changement dans le tai chi, sans compter que juste dans la branche ou dans la famille Yang, il y a plusieurs styles, il y a plusieurs façons de le faire, il y a plusieurs sous-familles. Donc, le moment qu'on vit présentement, à mon sens, devrait être vu comme quelque chose d'ancré dans l'histoire du Tai Chi. Donc, oui, c'est un moment qui nous demande des changements, c'est un moment qui va faire évoluer, qui va modifier, qui va changer la face du Tai Chi peut-être un peu, ou est-ce qu'on garde un, un respect de l'histoire, un respect des différentes lignées qu'on pratique, mais qui nous demande aussi de savoir que le tai chi va survivre, le tai chi va grandir, peu importe qu'est-ce qui se passe. Et on a plein de moments dans l'histoire qui nous ont montré que c'est effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Oui, on doit faire un deuil de certains aspects, puis certaines personnes ne pourront pas le faire. Je suis sûr que durant la révolution culturelle qui s'est passée en Chine, il y a plein de gens qui ont dû faire le deuil de la façon que c'était fait avant. Je suis sûr que quand le style Yang, le style Wu, le style Sun ont été créés et que le style Chen a perdu le monopole du Tai Chi, il y a eu des deuils qui ont été à faire, mais ça n'a été que bénéfique parce que le Tai Chi est devenu quelque chose qui est pratiqué à travers le monde, parce que plein de gens ont trouvé des façons différentes de le faire, parce que chaque maître ou chaque grand maître apporte son petit morceau spécial à lui ou à elle, à la forme ou à la culture du Tai Chi. Donc, pour moi, c'est un moment qui est très, très ancré dans l'histoire complète du Tai Chi. Puis si on le voit comme ça, ben, on peut juste sourire puis se dire, yes, c'est un moment d'être encore plus ancré dans l'histoire du Tai Chi, puis de répéter ce que nos elders, puis nos ancêtres, puis nos grands maîtres ont fait dans le passé, parce que eux, puis elles aussi, se sont adaptés, donc on peut faire la même chose. C'est vraiment beau de le raconter comme ça, justement. Ça dépend un peu toujours de l'histoire qu'on se raconte, en fait, ce qui se passe dans notre vie. Oui, ben, tu sais, ça aussi, je pense que ça fait partie de la résilience de le voir comme ça, hein. Fait que c'est pas, je pense pas que c'est pas se mettre des œillères que de le voir comme ça, mais c'est beaucoup plus essayer de le voir dans une plus grande perspective. Puis aussi, une perspective dans le temps qui est beaucoup plus grande que juste notre propre vie ou notre propre moment à nous. Et ça, je pense que c'est très oriental de le voir comme ça. Tu sais, c'est très ancré aussi dans l'aspect culturel du Tai Chi, de dire que c'est vieux, ça fait longtemps, ça va continuer à évoluer, puis c'est plus grand que juste ce que nous on fait. Donc, on est un morceau dans une histoire qui est
sais, qui est immense puis qui va continuer dans le futur aussi. Donc, je suis sûr que si on voyait ce que le tai chi était il y a 100 ans, puis qu'on regarde le tai chi, qu'est-ce qui est aujourd'hui, c'est probablement plus la même chose. Puis c'est correct. C'est correct parce qu'on respecte quand même, on peut respecter l'histoire sans nécessairement vouloir s'accrocher à des choses qui étaient correctes dans le temps, mais qui ne le sont plus, tu sais. C'est-à-dire, on regarde comme si tu regardes des postures de boxe dans les années 20, ben quelqu'un qui était champion de boxe dans les années 20 se ferait casser à la gueule, ce serait pas long aujourd'hui là, par n'importe quel amateur, tu sais, parce que ça a évolué, parce qu'on apprend, parce qu'on devient meilleur, parce qu'on approfondit les choses. C'est la même chose avec le tai chi, puis j'espère que c'est la même chose avec les autres arts martiaux qui font partie, tu sais, de la grande communauté des arts martiaux à Montréal. Ben, c'est peut-être ça, justement, qui pourrait un peu rassembler la communauté. C'est cette idée de que c'est des pratiques très physiques, mais qui ont comme tout un aspect culturel de cette idée de la transmission des connaissances. Puis ben, dans le tai chi, on parle vraiment de lignée, mais on parle pas forcément de lignée dans tous les arts martiaux comme ça. Mais tu sais, il y a toujours cette idée du maître qui transmet la connaissance, mais lui, il a appris de l'autre maître, puis ça va à comme des siècles passés ou genre des millénaires. Fait qu'on a vraiment, Ouais, on comprend vraiment, tu sais, d'où on vient aussi, là, qu'on n'est pas juste comme isolé, mais que on est un peu le produit de beaucoup de travail de beaucoup de personnes qui sont transmis ces connaissances-là. oh oui. Puis je pense que c'est intéressant aussi la philosophie chinoise, justement à la base de la philosophie chinoise, il me semble que c'est juste que tout est continuellement en train de changer. Fait que ça peut aussi aider à accepter, par exemple, une période comme celle qu'on vit aujourd'hui, puis de voir que la pratique change, justement, qu'on va pas retourner à ce que c'était le normal d'avant, mais que c'est juste une évolution, puis que ça change, comme ça a toujours changé, puis que c'est correct, tu sais. Ouais. Tu sais, comme j'étais super intéressé, juste avant la pandémie, j'étais super intéressé par le Jiu-Jitsu. Ça m'intéressait, puis j'essayais de voir tu sais, les écoles qui, qui pratiquaient un Jiu-Jitsu qui avait cette espèce de philosophie-là d'accompagnement, d'aide, de soutien, un peu de famille, je pense. Tu sais, puis je trouve ça poche de dire que là, ben, il faut que je les laisse trouver des façons de le faire, tu sais, de trouver des façons de reprendre cette pratique-là avant de moi pouvoir la commencer. Mais tu sais, ça m'intéressait. Fait que je pense que la philosophie chinoise, ou en tout cas la philosophie des arts martiaux, je pense que ça doit être quelque chose qui est vu comme étant, tu sais, it's a long game. Puis si on le voit comme, tu sais, un long game, ben à ce moment-là, je pense que ça peut nous faire une espèce de baume sur le moment qu'on vit, puis en se disant, ben, tu sais, c'est correct, ça ne sera pas toujours comme ça, on va s'adapter, on va être capable on va rester encore parce que ça nous tient assez à cœur, puis c'est assez important pour nous. Puis les gens qui sont avec nous sont assez importants pour nous aussi, qu'on va trouver des façons. On va trouver des façons de continuer, de grandir, puis euh, d'apporter cette joie-là que nous-mêmes on a dans un sport, dans un art martial, à d'autres personnes encore. Ouais. OK. Pour finir un peu l'entrevue, dans le formulaire de consentement, j'ai pas bien compris. Est-ce que tu avais coché que tu acceptais que je te pose des questions par rapport au sport de combat, aux compétitions amateurs et à la légalisation au Québec? Oui, tout à fait. C'est juste que la question était, de la façon qu'elle était framée, c'était comme s'il fallait que j'aie de l'expérience pour que tu puisses m'en parler. Ah, ben, je veux dire, mon but, c'est ça, c'est que j'ai mis cette clause-là dans le formulaire de consentement pour pas comme influencer des personnes qui, genre, y avaient pas vraiment pensé, tu sais.
Je veux dire, je voulais que les gens, ils acceptent que je leur pose des questions, en fait. C'était plus Tu ça. peux me poser toutes les questions que tu veux. La pire chose qui OK. va arriver, c'est que je vais te dire, je suis pas à l'aise, ben donc tu sais, je peux pas te répondre à ça. Donc, si tu es d'accord avec un non ou un pas de réponse, ben lâche-toi là. Toujours, toujours. OK, donc c'est ça. Dans les dernières années, en fait, il y a un débat autour de la légalisation des compétitions amateurs de sport de combat non olympiques au Québec. Après, depuis que j'ai commencé à faire le projet, il y a eu certains sports comme le Muay Thai et le kickboxing qui ont été reconnus par le comité olympique. Fait en tout cas, c'est un peu flou en ce moment, mais par exemple, des sports comme le Muay Thai, le kickboxing, le Jiu-Jitsu, donc le Jiu-Jitsu brésilien Ouais. plus, euh, ou par exemple les arts martiaux mixtes, au niveau amateur, les compétitions sont pas officiellement légalisées. Donc, ça, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est colon en maudit. C'est vraiment fucking ridicule de pas permettre des compétitions. Spécialement parce que les gens qui prennent ces décisions-là prennent ces décisions-là comme mon oncle assis dans les estrades, en train de dire, en tout cas, moi, je l'aurais arrêté cette époque-là. Tu sais, c'est vraiment ridicule là, de ne pas permettre des compétitions amateurs. Là. C'est, c'est colon. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Là. C'est colon de ne pas vouloir le faire. C'est par, c'est par un manque de connaissances, c'est par un manque de volonté de vouloir d'avoir les connaissances. C'est juste parce que on voit on voit des exemples, par exemple, de choses de façon qui ont été mal faites. Puis à cause de ça, on pense au pire, puis on pense que c'est la seule façon que ça peut se faire. Tu sais, je pense que bon, tout le monde a l'exemple des mixed martial arts, là, tu sais. Ben oui, il y a des fois où est-ce que tu sais, c'est pas nécessairement bien fait. Puis c'est sûr qu'il y a un aspect de spectacle aussi là-dedans, dans la promotion, puis tout ce que tu veux. Puis oui, c'est sûr qu'il y a une question de big money tu sais, qui peut être faite avec ça. Puis ben oui, ben oui. Puis, tu sais, ça fait quoi? Tu sais, c'est aussi colon que de dire qu'au Québec, le pot est légalisé, mais tu peux pas avoir tu sais, de edible, puis tu peux pas avoir un plan de pot chez vous. Tu sais. C'est comme, c'est, c'est, c'est colon. C'est comme de voir les gens qui sont sur l'aide sociale comme des bougons. Tu as regardé la série des bougons, fait que là, tous les gens qui sont sur l'aide sociale sont des bougons. Tu sais, puis c'est la seule analyse que tu as de ça. Donc, je pense que c'est faible, tu sais, puis c'est faible d'esprit de ne pas permettre des compétitions comme ça, alors qu'il pourrait avoir tellement des belles affaires qui seraient faites là, si on pouvait avoir des compétitions comme ça. Moi, je serais groupie, là. Je serais super fucking groupie si on avait la chance d'avoir des compétitions de Muay Thai, puis des compétitions de Jiu-Jitsu, puis des... Tu sais, là, fuck name it, là, cette fille, là. J'aurais, tu sais, j'aurais des billets de saison, pour des affaires comme ça, parce que, tu sais, c'est tellement cool. Puis, je pense que les communautés sont aussi capables de s'auto-réglementer. T'sais. Donc, tu n'as pas besoin de mon oncle dans les estades qui ne comprend rien à ça pour mettre des règles pour que lui ou elle, qu'on les rassure. Là. On sait qu'est-ce qu'on a besoin entre nous. Puis je veux dire, dans le tai chi, c'est la même chose. Là. Je veux dire, il y a des compétitions de tai chi, puis on devrait être capable d'avoir des compétitions de push hands, puis on devrait être capable d'avoir des compétitions de forme aussi. Mais je pense beaucoup plus à ceux qui sont de combat, où est-ce que on les permet pas. Puis c'est pas correct. C'est pas correct de pas le permettre. Je trouve ça, je ne sais pas, je suis outré.
Ça paraît-tu que je suis outré? Ouais, t'es probablement la plus outrée, puis tu pratiques, ben, t'as dit, il y a des compétitions de push-up dans ta chi, mais je veux dire, tu t'en fais même pas, mais j'aime ça qu'en fait, tu dis que tu serais groupie et que t'aimerais ça aller en voir, tu sais, parce que c'est vrai que ça peut attirer des gens, pas seulement des gens qui en font, mais c'est des beaux sports. C'est comme, c'est pas tout le monde qui va au match de hockey, fait du hockey, tu sais, ça peut attirer tout type de personnes, fait que Ouais. Tu sais, je veux il dire, y aurait plein de bénéfices, genre, ce serait des belles soirées, ça diversifie aussi les événements culturels à Montréal. puis ensuite, c'est que ça permettrait aussi aux gens d'être intéressés par ces sports-là. Tu sais, je pense qu'au niveau de la promotion des arts martiaux, tu sais, c'est pratiquement un refus de permettre aux différents arts martiaux de grandir en popularité parce qu'on ne leur permet pas d'avoir des événements qui, dans d'autres sports, permettent justement de dire hey, moi, quand je vais être grande, je veux faire ça. Tu sais, bon, je pense pas qu'il y ait personne qui veut dire moi, quand que je vais être grand ou que je vais être grande, je veux être championne d'MMA, mais même si c'était le cas, c'est pas génial de dire que tu as des gens, par exemple, en MMA, de dire que moi, je veux devenir tellement bonne ou bon que je vais avoir un contrôle de mon corps, je vais avoir un endroit où est-ce que je vais être capable de canaliser cette énergie-là, que l'énergie soit positive ou négative. On a tellement d'exemples, par exemple, de gens qui, tu sais, on voit ça souvent, là, au moins une fois par année, là, tu sais, là, la boxe m'a sauvé, tu sais, ou est-ce que, tu sais, j'étais sur le mauvais chemin, puis j'étais capable de canaliser mon énergie en faisant ça. Ça serait pas beau de permettre ça dans d'autres choses aussi qui sont pas juste dans ces choses-là. Donc, pour moi, de permettre des compétitions de sport amateur dans les arts martiaux, il y a zéro raison qui fait du sens. Zéro. Il n'y en a pas des raisons. C'est des raisons de mon oncle. C'est ça. OK, je pense que je suis correct, là. Tu l'as sorti de ton sac, C'est ça. Puis moi qui te demandais, acceptes-tu que je te pose des questions là-dessus? T'étais genre, s'il te plaît, j'attends juste ça. S'il te plaît, pose-moi une question. Ouais, mais c'est super. Ouais, puis c'est ça qui est fou parce que, tu sais, je pense à nos célébrités locales, genre Georges Saint-Pierre, qui est un professionnel de MMA reconnu mondialement. Ben là, le MMA professionnel, c'est légal, mais pas amateur. Fait que là, comment tu fais pour te rendre là, tu sais? Alors que les bénéfices du MMA, genre quand tu regardes quelqu'un comme Georges Saint-Pierre, tu l'écoutes parler comme j'aurais envie qu'il vienne parler à mes enfants plus tard, tu sais, pour leur expliquer No comment, shit, genre, hein? augmenter ta confiance en toi, genre sur l'intimidation. Il raconte son histoire, puis c'est tellement touchant, puis c'est tellement comme un citoyen qui montre un bon exemple, justement, dans la société. Fait que il y a comme des espèces de contradictions un peu Ah, il y a spéciales, une mais... grosse dissonance, là. C'est Hmm. Puis l'autre aspect aussi, c'est combien de femmes sont capables de se rendre dans des sports professionnels ou est-ce qu'ils sont capables d'influencer ou de montrer un exemple positif pour des jeunes filles, pour d'autres femmes, pour qu'elles aussi aient envie de faire ces sports-là ou que voient la possibilité de le faire. Fait que c'est sûr qu'on voit Georges Saint-Pierre, puis tu sais, le thumbs up, parce que je pense qu'il est un bon exemple. Mais il y a des femmes qui en font aussi. Mais ces femmes-là sont probablement juste au niveau amateur, parce qu'au niveau professionnel, il n'y en a pas des tonnes, parce que pour se rendre là, c'est super compliqué, parce que. Donc, tu te retrouves avec une espèce